Je fais partie des artistes qui ont été contactés. Et donc, je suis venu le voir. Voilà. Et évidemment, je lui ai dit que le reggae restera toujours sur sa position. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, il m'a même encouragé à rester sur ma position. Et que c'est ça l'intégrité. Et que, voilà. Et donc, la troisième fois, c'était en privé. Vous savez, nous sommes du même village par sa maman. Béléban, oui. Béléban. Et donc, il y a eu un décès dans sa famille. Donc, surtout, c'était la femme de son fils, donc, que oui, je connais. Oui, c'est ça. Voilà, donc, je suis allé à l'enterrement. Et donc, c'était la troisième fois qu'on s'est croisés. Et il m'a toujours retourné le respect. Il a été toujours galant avec moi. C'est l'occasion pour moi de le dire parce que c'est quelqu'un qui me trouve cohérent, qui trouve constant, je veux dire. Voilà, constant. Donc, chaque fois que je l'ai rencontré, il m'a reçu avec beaucoup de considération et j'en ai honte même, puisque, voilà, je dénonce, je critique, mais je suis quand même bien accueilli et je pense que c'est la preuve que c'est un grand homme. Ça fait plaisir, mais lorsque vous dites « je l'ai soutenu à être au pouvoir », en griffe, selon l'entendement populaire, on se dirait il est au pouvoir. Est-ce que vous n'avez pas eu une récompense quelconque? Ça, c'est l'entendement populaire. Je pense que soutien, c'est un peu fort, puisque j'ai jamais été à un meeting du RDR. Oui, mais tout de même, vous avez porté la cause à travers certaines chansons et de par vos positions aussi. Bien sûr, bien sûr. Ma musique était très écoutée par les membres de son parti. Tout à fait. Par, je pense même, peut-être pas lui-même, parce que je ressentais dans le message. C'est comme aujourd'hui, quand je chante, il y a des gens qui se ressentent, qui se retrouvent dans mon message. C'est ça. Et donc, c'était comme ça à l'époque. Et donc, non. Je pense que si j'avais une récompense, les gens allaient le voir aujourd'hui. Hein. Je suis celui qui rêve de faire un grand festival reggae en Côte d'Ivoire, mais j'ai besoin d'être accompagné. Voilà, mais voilà, peut-être que j'ai pas les bonnes manières, peut-être que je suis pas du bon côté, peut-être que je fais pas... Peut-être qu'à travers cette interview, votre message sera perçu, mais en même temps, vous êtes tout le temps en tournée. Vous n'avez pas le temps de monter un dossier, d'être sur place pour rencontrer les autorités. Ça, on peut le faire. À travers certains de vos envoyés, pourquoi pas? Non, on peut le faire, parce que je trouve que c'est pas normal aujourd'hui que, avec tous les règlements que la Côte d'Ivoire a, c'est pas normal qu'aujourd'hui, qu'il y a qu'Alpha Blondy et Tikendia qui sont connus à l'international. Nous pouvons faire en sorte que tous les producteurs de reggae, les journalistes spécialistes de reggae viennent à Abidjan pour découvrir nos frères qui sont là-bas. Donc, on fait un festival sur 2 jours. Sur 2 jours, inviter tous ceux qui écrivent sur le reggae dans le monde, les faire venir un peu dans le style du Femia, du jeune frère Assalfo. Et donc, ça c'est mon rêve. Maintenant, je ne peux pas le faire tout seul. J'ai besoin de sponsors. J'ai besoin d'être accompagné. Maintenant, quand les sponsors savent que le gouvernement est un peu fâché avec vous, les sponsors aussi se fâchent. comme qu'il y a des gens qui voient des gens pleurer et qui pleurent en même temps. Je sais pas pourquoi, tu vois. Donc, ça, c'est mon rêve de faire ça. Et je sais que j'ai la capacité de faire ça aujourd'hui. Je peux faire venir tous les artistes reggae du monde entier à Abidjan. Je peux faire venir tous les journalistes aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour découvrir ce qu'on a comme reggae. Et puis bon, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y aura une troisième star du reggae dans le monde en provenance de la Côte d'Ivoire. Donc c'est ça. Écoutez, voilà, voilà, c'est sûr que... Il n'y a pas eu de récompense personnelle. Non, il n'y a pas eu de... sauf que, il faut que je le dise. Vous n'avez jamais reçu des décorations de l'État de Côte d'Ivoire? Par exemple? Jamais? Ah non. Sérieux? Non, jamais. Je suis... C'est comme ça que je me suis étonné en face de Soumbi lorsqu'il m'a dit qu'il n'a jamais reçu de décorations. Moi, vous non plus, vous n'avez jamais reçu de décorations? Moi, j'ai jamais reçu de décorations. Alors que... Et comment vous expliquez cela? Il faut poser la question. Il faut poser la question à... Vous ne faites pas assez pour la Côte d'Ivoire? Moi, je pense qu'il faut juste poser la question à ceux qui ont cette responsabilité. À la grande chancellerie ou bien au ministère de la Culture? Parce que souvent, au niveau dans l'ordre de la culture en Côte d'Ivoire, on voit que des artistes aussi sont récompensés, des journalistes culturels sont récompensés. Vous, tout de même,
vous portez haut le flambeau de la Côte d'Ivoire depuis maintenant plus d'une dizaine d'années sur les scènes internationales. On se dit tout de même, vous auriez dû avoir droit à cette récompense tout de même. Oui, mais bon, je pense que vous voulez poser la question parce que, voilà, effectivement, j'ai été décoré au Canada, j'ai été décoré en Irlande, plusieurs fois en France ici, je suis officier de l'ordre national. Je suis l'Ivoirien qui détient le plus grand nombre de disques d'or. Voilà. Et donc, je suis l'Ivoirien, l'artiste ivoirien qui tourne le plus dans le monde. Voilà. Et donc, et ça se passe très très souvent bien. Et vous voyez, dans mes concerts, il y a toujours des drapeaux de Côte d'Ivoire. Donc, je représente, je suis un ambassadeur. Voilà. Et puis bon, j'ai été pratiquement le seul artiste qui était à l'écart, qui était considéré comme soutien de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, quand ils étaient dans l'opposition, évidemment. Voilà. Et donc, voilà. Mais je suis celui qui n'a jamais été décoré. Voilà. Mais bon. Ça viendra un jour. Non, mais c'est déjà fait, puisque je suis décoré par Dieu. Vous savez, je suis... Amina, c'est la plus grande récompense. Je suis étant l'un des artistes. Vous savez, quand je commence la musique à Odiéné, et que tu te retrouves en concert au Zénith à Paris, que tu te retrouves à Bercy, que tu te retrouves dans la salle Apollo à New York, c'est ça, où tout le monde est passé. Voilà. En tout cas, nous sommes 3 ou 4 artistes, vraiment, Fela, Salif Keita et moi-même, et nous sommes 4 ou 5 qui avons fait cette salle. Voilà, tu dis, mais je suis décoré, quoi. Voilà, Dieu m'a décoré parce cette que... Cette grâce divine, elle est assez suffisante, voilà. En tout cas. En plus, je fais partie de vraiment de cette dernière génération. C'est-à-dire que avant moi, il y a eu Beta Simon, Kimon de Ramsès, P. Ray, Alpha Blondy, Ismaël Isaac, Ahmed Faraz. Je peux continuer. Hein, vous continuez de perpétuer la tradition, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction. Continuer, mais bon. Et en tout cas, c'est vous qui portez le flambeau sur des scènes. Je dis Dieu merci. Je dis Dieu merci, je suis décoré. C'est fort. Et j'ai beaucoup de chance d'être là. Et je vous assure que j'en suis conscient. J'en suis conscient. Pour parler des leaders politiques ivoiriens, vous avez déjà dit ça maintes fois. Vous voulez voir Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara Bédié parti, laisser la politique. Vous maintenez toujours ce discours? Ça, c'est mon rêve. Mais apparemment, les Ivoiriens ne rêvent pas comme moi. Moi, je rêve de ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce passage des témoins va amener encore la Côte d'Ivoire dans un autre chamboulement? Non, si c'est préparé. Dans une autre crise? Vous savez, on a eu des problèmes parce que Oufoué n'a pas préparé. Et là, vous pensez que ceux qui sont là préparent bien leur dauphin? Bien sûr. Si il y a les élections en 2025, logiquement, dans quelques mois, on devait voir les dauphins. Et selon vous, qui sont les dauphins qui pourraient vraiment prendre le relais à travers ces 3 grands leaders que la Côte d'Ivoire a connus? C'est pas à moi de dire ça, mais je pense que... Mais en tant qu'observateur de la scène politique ivoirienne... En tant qu'observateur, vous savez, au PDC, vous avez des gens capables. Hein, vous avez des gens capables. Il y a Jean-Luc Billon qui ne cache plus ses ambitions. Voilà, même si il n'a pas beaucoup de chance, parce que... Ok. Parce que la politique en Côte d'Ivoire, c'est fait comme ça. Hein. Donc ça, c'est au PDCI. T'es pas baoulé. Bon. On sait pas trop. Maintenant, si tu es FPI, bon, tu peux croire que tu n'es pas bêté, mais que tu es très apprécié. Le FPI a éclaté maintenant, il y a PPACI, il y a COGEP, il y a FPI. Quand vous voyez tout ce conglomérat... Mais le problème, c'est ça, c'est que pourquoi AFI, ça n'a pas marché au FPI, pourquoi Madou Koulibaly, tout ça, ça n'a pas marché, parce que bon, il aurait fallu qu'il soit, malheureusement... Mais pour vous, le débat ivoirien, pour vous, le débat ivoirien, il est ancré dans l'ethnicisme? Ah, mais bien sûr. Mais, vous savez... quand cette crise commence en 2013, il y a des enfants qui ont 5 ans. 2013 jusqu'à maintenant, ça fait combien d'années? Aidez-moi à calculer rapidement. 2013... 2023? Ouais. 10 ans? Non, 2093, je veux parler. 93, ah oui, 93, 2000 déjà, ça fait déjà 7 ans. On va dire 30 ans maintenant. Voilà, 30 ans. Voilà, les enfants, 30 ans de crise. Voilà, ils ont entendu... Pendant très longtemps, Alassane est burkinabé. Mais vous ne pensez pas que ce débat, il est révolu tout de même? Non, mais ça continue. Comment ça? Mais quand vous regardez sur les réseaux, quand vous entendez les hommes politiques dire c'est notre pays, il faut que nous rendons notre pays, il faut qu'on nous rende notre pays, et ça veut dire que le pays appartient à certains et ça n'appartient pas à d'autres. Et c'est ça qu'il faut enlever dans notre tête. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour diluer de tels discours? Non, il faut simplement pour diluer ou bien pour apaiser, pour qu'on ait vraiment un climat assez...
il faut que les Ivoiriens se mettent au-dessus des religions, des ethnies, des régions et réclamer des propositions aux hommes politiques. C'est-à-dire que voilà, toi tu dis que Gbagbo n'a rien fait, alors qu'est-ce que tu nous proposes de plus? Toi tu dis que Ouattara n'a rien fait, ok. En plus, ce que lui il a fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Ainsi de suite. C'est-à-dire que les politiciens doivent venir avec des programmes. Et c'est ce que les Ivoiriens doivent exiger. D'ailleurs, il faut encore exiger un débat pendant les présidentielles de 2025 pour que des propositions soient faites. Il ne faut pas que, voilà, il faut qu'on sorte du bruit, il faut qu'on nous propose du concret. Voilà, qu'on nous dise on va faire ça, on va faire ça. Je pense que c'est ce que les Ivoiriens doivent dans leur ensemble exiger. Exiger que les candidats disent ce qu'ils sont prêts à faire. Ce qu'ils sont prêts à faire pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il n'y a que comme ça que les choses vont changer. Sinon, si on reste dans non, c'est notre pays, bon, c'est ton pays par rapport à qui? Voilà, nous, c'est ton pays, on veut voir un projet de société, on veut voir des axes de développement. Bien sûr. Mais pour revenir au relais générationnel, on voit quand même des leaders qui s'affirment, même si le président Guillaume Soro aujourd'hui en exil depuis quelques années, il reste quand même un acteur majeur de la scène politique ivoirienne. Un mot sur cet exil qui n'en finit pas. Un exil que je dénonce aussi. J'aimerais que Guillaume Soro rentre, mais en même temps, Guillaume Soro est victime d'un système que lui-même il a contribué à mettre en place. Voilà, c'est-à-dire que voilà, quand Guillaume Soro était Premier ministre, il y a des gens qui étaient en exil parce que Guillaume Soro est Premier ministre, ainsi de suite. Donc tout cela, que ce soit Gbagbo, en fait, toute la classe politique... Pour vous, il n'y a pas d'amende honorable pour la classe politique ivoirienne? Parce que chacun a dû pécher selon vous, quand on voit votre analyse. Non, moi je pense que si on continue comme ça, même après le président Ouattara, on va retomber. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, c'est ce que je disais en griffe et je vous posais la problématique. Mais ça va arriver parce que c'est les Ivoiriens qui doivent éduquer nos hommes politiques. C'est nous les Ivoiriens qui doivent dire, bon écoutez, voilà, arrêtez là. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire? Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour nous, pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire avance? Et puis bon, voilà. Il faut une société civile forte. Parce que la différence entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina, tout ça, c'est qu'au Mali, au Burkina Faso, il y a eu le balai citoyen. Vous avez fait la transition parce qu'on allait en arriver. Ouais. On voit Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a hérité du pouvoir avec Damiba, qui a été éjecté. Cette situation confuse au Burkina avec toutes ces transitions insurrectionnelles, je vais dire ça comme ça. Comment est-ce que vous analysez ça? Mais d'abord, je voulais dire que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'y a pas de vraie société civile. C'est des sociétés civiles qui sont affiliées à des partis politiques. Donc il n'y a pas une société civile forte comme le balai citoyen au Burkina Faso, comme le mouvement Yanama au Sénégal, comme le FNDC en Guinée. Il n'y avait pas eu de ça. Donc c'est tout ça qui nous fatigue aussi parce que voilà, les hommes politiques, les artistes sont... Pardon, les gens de la société civile et les artistes sont souvent récupérés par des hommes politiques. Donc ça fait que il n'y a pas de bloc qui se bat pour la Côte d'Ivoire, mais les gens vont se battre pour Alassane Ouattara, ils vont se battre pour Gbagbo, ils vont se battre pour Bédié, ils vont se battre pour tel. On voit en Côte d'Ivoire Pulgérie Balé qui donne de la voix, mais qui chaque fois se retrouve en prison. Elle ne fait pas assez? Oui, elle fait assez, mais le fait qu'elle se rapproche souvent des partis d'opposition, ça colle pas en fait. Tu vois, et le fait qu'elle est proche des opposants, normalement, la société civile doit rester neutre. Ça, c'est mon avis. Hein. Une société civile... Et pourtant, elle revendique cette neutralité quelque part, non? Oui, mais en même temps, elle reçoit des soutiens sûrement des hommes politiques, voilà, etc. Et je ne dirais pas qu'elle devait les refuser, mais elle ne devait pas les officialiser. Voilà, parce que quand on sait que vous êtes proche, vous êtes de la société civile et que vous parlez quand même avec tel opposant, vous parlez, voilà. C'est comme, je donne un exemple, hein. Des petits frères que je respecte beaucoup et j'adore leur courage, ils sont tellement encouragés. Quand Yodé et Siro sortent de prison, ils vont remercier Henri Kounabédié. Voilà. Ou bien ils vont aller remercier tel opposant. Donc je pense que c'est des choses que les gens, il ne font pas attention, mais ça casse la neutralité, ça déséquilibre
Et donc, ça fait que celui qui est au pouvoir... C'est vrai que j'aurai l'occasion de leur poser la question. Parce que celui qui est au pouvoir, oui. Mais il te voit tout de suite comme un opposant. Si tu vas chez sa rivale ou bien son rival pour aller faire bisous là-bas, lui, il se dit, ah, il fait bisous là-bas, ok. Donc, il ne peut pas faire bisous là-bas et dit qu'il est neutre. Donc, c'est un peu ça le problème de la société civile en Côte d'Ivoire. Et c'est quelque chose que, voilà, concernant mes petits frères, je ne condamne pas du tout, hein, c'est leur manière de faire les choses. Vous les avez cités, et si vous me permettez, parce que avec la chanson qu'ils ont sortie pour les 49 soldats qui sont restés longtemps au Mali, on a vu que leur position s'est un peu diluée, oui, non? Bien sûr. Ils ont commencé à diluer un peu. Pas dilué, mais ils ont équilibré, c'est bien. Mais en équilibrant, là, on voit qu'ils sont un peu beaucoup plus proches du pouvoir en place maintenant, non? Non, je pense que personne ne peut leur reprocher ça, parce que c'est ça aussi. Il ne faut pas bloquer les gens. Il faut laisser les gens vivre. Il faut laisser les gens... On tend pas vers la mangécratie, là? Non. Bon, je ne pense pas. Le problème, c'est que en Côte d'Ivoire, quand tu vas saluer Gbagbo, tu es bon ivoirien. Tu vas saluer Bédié, tu es bon ivoirien. Quand tu vas saluer Alassane Ouattara, oh! Mais je vous prends au mot. Puisque vous avez dit les gens de la société civile, quand ils se rapprochent des opposants, c'est mal vu. Oui. Donc, quelque part aussi, bon. C'est clair que ceux qui sont dans la position contraire se disent, quand on se rapproche du président Alassane Ouattara aussi, c'est mal vu. C'est vrai. Non, je vais protéger un peu mes petits frères, que je trouve très courageux. Et d'ailleurs, à l'époque, quand ils ont sorti le single, là, je les ai félicités. 49 soldats. Voilà, non, pas avant, quand ils ont sorti... sur l'album Héritage, où vous avez fait pas mal de critiques. Vous avez été convoqués, là. C'est ça. Voilà, je les ai soutenus. Parce que moi, président, on dit quoi? Voilà. C'était cette chanson qui lui avait valu un peu la garde à vue à la brigade de recherche. Et donc, voilà, je les ai félicités. Hein. Moi, j'ai vraiment aucun problème. Je veux juste que les gens fassent attention à ça. Parfait. Voilà. On termine rapidement par nos voisins. Le voisin, ouais. Le Burkina, le Mali, cette situation qu'on vit dans ces pays. Un mot là-dessus. Écoutez, le Mali et le Burkina sont en guerre. Voilà. Ils sont en guerre, ça dit qu'il y a le feu à la maison. Maintenant, la communauté internationale a promis de les aider. Et puis, ils n'arrivent pas. Malgré toutes les nouvelles technologies, les radars, les temps, ils n'arrivent pas. Vous avez l'impression que la France n'assiste pas assez ces pays-là? Non, depuis 2013 à 2021, si la France pouvait faire quelque chose, elle allait le faire. Elle ne peut pas. Elle l'a pas fait. Donc, vous comprenez leur position de rompre les liens avec la France? Mais écoutez, moi j'ai toujours dit que l'indépendance de nos pays ont été données la journée et ont été repris la nuit. Voilà, c'est-à-dire que tous ceux qui ont voulu, qui ont cru que l'indépendance était réelle, ont été soit assassinés, soit éjectés du pouvoir. Modibo Keïta, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, etc. Thomas Sankara qui est le dernier, etc. Donc tous ceux qui ont voulu, en tant que président, profiter de l'indépendance pour aller voir qui ils veulent, ont été éjectés du pouvoir. Et donc aujourd'hui, ces deux pays ont décidé d'être indépendants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'ils veulent, ils peuvent dealer avec la Russie, s'ils veulent, ils peuvent dealer avec la Chine, s'ils veulent, ils peuvent dealer avec les États-Unis, avec l'Europe, etc., sans demander l'avis de quelqu'un. Et c'est ça qui a été le problème. C'est que dans les années 60, lorsque Modibo va voir les Russes, il a des problèmes après. Sékou Touré, le fait d'être libre, aller voir qui il veut, a eu beaucoup de problèmes. Kwame Nkrumah a été éjecté du pouvoir. Je crois qu'il était en visite en Chine. Il était en visite en Chine lorsqu'il fut éjecté du pouvoir, etc. Bon, donc ces jeunes-là aujourd'hui se sont donné le droit d'aller voir la Russie, d'aller voir la Chine, de rediscuter les contrats, de revoir les accords, etc. Mais c'est extraordinaire. Nous, on vit ça, on est content. C'est leur honneur, en tout cas. Mais nous, on est content. Nous, on vit ça. Mais c'est de cet éveil de l'Afrique-là dont vous rêvez? Oui, c'est moi qui ai chanté « Réveillez-vous ». La politique France-Africa, c'est du blague et tuer. Parfait. Etc. Mais je ne suis pas encore mort. Je vois les résultats de ce dont j'ai parlé il y a 20 ans. Et donc, c'est extraordinaire. Je pense que ces pays-là se sont simplement donné la liberté d'aller voir qui ils veulent. Et en fait, c'est la reconquête de la vraie indépendance qui est en jeu aujourd'hui au Mali et au Burkina Faso. En tout cas, chaque génération ses combats.
Et on pense que ces jeunes-là, dans leur combat, permettront à l'Afrique, parce que vous êtes vraiment un chantre de la liberté africaine. Oui. Mais en même temps, ce que je voulais dire à ces pays, c'est qu'il y a un prix à payer. Quand on veut... On en a parlé en début d'interview, cette thématique, cette notion. La liberté pour vous a-t-elle un prix? Quelque part, peut-être on est en train de résoudre l'équation à la fin. Oui, il y a un prix à payer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les populations maliennes se plaignent, les populations burkinabées se plaignent, mais il y a une métamorphose, il y a un changement, donc il y a un prix à payer. Malheureusement, c'est la population qui va payer, mais c'est le prix de la reconquête de l'indépendance qu'ils sont en train de payer. Parce que ces pays-là vont se faire beaucoup d'ennemis qui vont militer pour leur rendre la tâche difficile. Et donc, il faut que la population soit compréhensive. Mais en même temps, je condamne tout emprisonnement pour des libertés d'expression, libertés d'opinion dans ces pays-là. Voilà. Comme le cas au Sénégal où on voit aussi le député sénégalais tout le temps poursuivi. Ousmane Sonko sera Sonko sera le prochain président du Sénégal. Ah ouais. Ouais. Vous n'allez pas vous mettre à mal avec le président Macky Sall, vous le dites ouvertement, c'est son opposant le plus farouche. Oui, parce que le président Macky Sall est en train d'emprunter le même scénario que son prédécesseur Wade. Et il se trouve que le président Macky Sall était dans le combat contre le 3e mandat sous Wade. Et donc aujourd'hui, lui, il est aux affaires. Même si, évidemment, les constitutionnalistes vont démontrer qu'il a le droit, mais je pense que pour la stabilité de son pays, pour la victoire de la démocratie, pour la liberté d'opinion, la liberté, l'amour pour le Sénégal, il aurait dû s'arrêter. On m'en voudrait, vu que vous parlez de 3e mandat. Ce 3e mandat, est-ce que vous l'avez combattu pour le président Alassane Ouattara? Mais bien sûr. Moi, j'ai été le premier artiste a sorti un titre qui s'appelait, comment on appelle, 3e dose. C'est ça. Et c'était 2 ans avant les élections. 3e dose, dans lequel je dénonce le 3e mandat. Mais les Ivoiriens, quand j'ai vu les commentaires, les gens disent, mais lui, là, il raconte quoi même? Lui, là, il est fou, hein? Lui, là, il est... Maintenant, en fait, nous, on anticipe. Maintenant, quand on est dans les faits, moi, je suis un leader d'opinion, je suis un artiste, j'ai des fans dans l'opposition et au parti au pouvoir. Dans le parti au pouvoir. Donc je ne veux pas venir me faire des ennemis, venus voilà, m'affronter avec des fans pour leurs opinions. Et donc c'est pourquoi j'ai été silencieux dans cette période et tout le monde m'a accusé. Mais c'est parce que j'avais déjà parlé de ça. Moi j'avais déjà parlé de ça en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, le titre que j'ai sorti où je disais Alpha Condé devient fou. C'est un morceau que j'ai chanté spécialement d'abord contre le 3e mandat en général, mais surtout en Côte d'Ivoire. On a même fait un clip, on a pris un comédien, on lui a dit d'imiter Alassane Ouattara pour que le président Ouattara sache que c'est lui. Mais je vous dis, je pense que le président Ouattara avait la volonté de s'arrêter aux 2 mandats. Je pense qu'il avait la volonté de s'arrêter au 3e mandat. Il avait déjà exprimé de toutes les façons. Quand il passait la main au ministre Amadou Gon Coulibaly. Évidemment, c'est ça. Évidemment, je pense que vous remarquerez qu'en ce moment, dès qu'il a passé la main à Amadou Gon Coulibaly, il avait même disparu des écrans. Tout à fait. Et il a annoncé à l'Assemblée nationale, etc. Je pense qu'il était sincère. Oui, il y avait une bonne foi manifeste. Il y avait une bonne foi. Malheureusement, les aléas de la vie. Voilà. Il y a les aléas de la vie et puis il y a les réalités politiques. Je vais vous dire quelque chose, M. Vergès. Dites-moi. Voilà. Si le président Gbagbo s'était retrouvé dans la même situation que le président Ouattara, les gens du FPI allaient lui dire continuer. On est en Côte d'Ivoire. Si c'était le président Bédié, le PDCA allait lui dire de faire un 3e mandat. Si c'était Gbagbo qui était au pouvoir, les militants de Gbagbo allaient lui dire de continuer. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de politique. C'est juste une lutte pour le pouvoir. Parce que s'il y avait de la politique, les gens allaient être raisonnables. Mais ils ne sont pas raisonnables parce qu'ils sont poussés par des gens, ainsi de suite. Et je suis... Chacun voit son intérêt quelque part derrière un leader. Vous êtes Ivoirien, vous le savez. Nous, on est observateurs. Voilà, observateurs, mais tous ces gens-là sont poussés par d'autres gens. Si c'était Gbagbo, les gars de Gbagbo, ils allaient dire, mais il faut faire un 3e mandat. Mais la preuve aujourd'hui, Gbagbo est très fatigué. Mais tout le monde veut qu'il soit président encore. La preuve aujourd'hui, Bédié est très très fatigué.
Tout le monde veut qu'il soit candidat. La preuve aujourd'hui, le président Ouattara est sûrement très fatigué aussi. Ça se voit à l'œil nu qu'ils sont tous fatigués. Mais ils sont tous poussés par les partis, par les Ivoiriens. Et puis bon, on risque d'assister malheureusement à ce match retour que j'aurais souhaité ne pas voir. On espère que ce match retour n'aura jamais lieu, que la Côte d'Ivoire va continuer d'avancer. La Côte d'Ivoire va continuer à amorcer cet élan de développement qu'on voit. On termine par une note musicale. Vous êtes en tournée jusqu'en 2025, mais on a vu malheureusement Alpha Blondy qui, après une opération de la gorge, n'a pu tourner cette année. Un mot pour lui. Ben, je lui souhaite propre établissement et je pense que effectivement je suis dans ce métier. Je sais que c'est très très fatigant. Et vraiment, si il s'accorde 1 an pour se reposer, pour pouvoir se rétablir, je pense que c'est une bonne idée. Parce que je vous assure, tout le monde nous envie, mais c'est très très dur ce qu'on fait. C'est très dur ce qu'on fait. Quand vous jouez ici dans le sud de la France aujourd'hui et que demain vous allez jouer dans le nord, ensuite dans l'est demain, et que vous ne voyez pas votre famille, que vous êtes à Bamako, à Abidjan, à la plage à Abidjan, vous êtes dans le froid à Paris, c'est pas évident. Donc je lui souhaite propre établissement et longue vie pour qu'il puisse nous revenir sur la scène pour continuer à représenter la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Amen. 2007, 2019, 2023, ça fera la 3e interview que vous nous accordez. Je voulais vous dire grand merci. C'est moi. S'il y a un message fort que vous souhaiteriez faire passer à la faveur de cette interview, vous avez la caméra de Chic Image. Nous avons tourné pendant plus d'1 heure de temps. En tout cas, merci pour la sympathie. Ouais. Non, simplement dire aux Ivoiriens que nous avons un beau pays. Nous avons un beau pays. Moi qui vis au Mali, je peux le confirmer. Et je pense que ceux qui vivent en Côte d'Ivoire ne mesurent même pas l'importance de ce pays. Voilà. Et nous avons aujourd'hui la stabilité qui a été acquise après plusieurs années de turbulences. Nous avons aujourd'hui la paix. Même s'il y a des injustices, même s'il y a des inégalités, je souhaite dire aux Ivoiriens qu'il faut tout faire pour ne plus retomber. Il faut tout faire pour ne plus retomber, même si un jour les leaders actuels ne sont plus là, et il faut s'accrocher. Il faut tout faire pour maintenir la stabilité. On peut se bagarrer sur le plan politique, mais il faut éviter que les périodes qu'on a vécues, où on disait « Ah non, ça tire dans les rues, ceci, c'est ça, voilà, des trucs d'instabilité comme ça qui font reculer le pays. Je souhaite que ça soit évité et je souhaite l'ouverture de ceux qui sont au pouvoir pour pouvoir faire des faveurs à ceux qui sont dans l'opposition. Et je souhaite aussi que les gens de l'opposition ne fassent pas de provocations, rien que pour exister ou pour gâter. Donc voilà, je souhaite en tout cas que ce pays-là reste en paix. Et que des propositions nous soient faites, en tout cas par tous les partis politiques, y compris ceux qui sont au pouvoir, pour nous dire comment est-ce que la Côte d'Ivoire va aller toujours de l'avant. Voilà. Moi aujourd'hui, je pense qu'après tout ce qu'on a vécu, voilà, je ne souhaite pas que les Ivoiriens aillent se tuer encore pour des hommes politiques, mais qu'ils se battent pour la Côte d'Ivoire stable et qui est sur le chemin du développement. Mais tout en défendant les droits. Quand on n'est pas content, c'est important de l'exprimer. Et donc personne ne doit vous empêcher d'exprimer ce que vous ne voulez pas, enfin ce que vous voulez exprimer. Mais faisons tout, gardons la paix et la stabilité, car notre pays, il est tellement beau. Tout le monde parle de ce pays-là. Quand vous dites que vous êtes Ivoirien, ah mais j'étais là-bas la semaine dernière, tu vois, donc c'est ça. Quel que soit celui qui va venir au pouvoir, soyons ensemble, mettons-nous au-dessus des religions, des ethnies, des régions et protégeons la Côte d'Ivoire, la stabilité surtout. Je vous remercie. Merci infiniment. Merci Tiken. Merci beaucoup. Depuis 1993, il est sur la scène musicale. 30 ans qu'il continue de prêcher pour l'Afrique. 30 ans qu'il fait les plus grandes scènes au monde, avec beaucoup de titres, avec des disques d'or. Malheureusement, il n'a toujours pas eu de décoration de l'État de Côte d'Ivoire. Mais il continue de donner de la voix pour ce pays. Il continue de dire, de prêcher ce message de la paix. Parce que vous le savez, tout comme moi, sans stabilité, on n'aura pas, on va dire, ce développement tant recherché que la Côte d'Ivoire a amorcé sous l'ère du président Alassane Ouattara. Nous avons pris plaisir à échanger avec Tiken Jah Fakoly en ce jour à Paris. Merci encore une fois de plus. C'est la 3e interview qu'il nous accorde. Franchement, merci encore. Merci beaucoup. C'est mon frère. Merci. Vive la Côte d'Ivoire.
Amen. Et puis plein succès pour tes tournées jusqu'à 2025. Amen. On vous retrouvera, du moins sur des dates. Et puis ce sera toujours avec un grand plaisir. Merci d'avoir suivi cette interview sur actupeople.net. Que Dieu vous garde. C'était à la réalisation Chic Image avec Didi Stone, avec à l'assistance Estelle Serigba, qui nous a pouponné sur le plateau. Que Dieu vous garde. À très bientôt. Guillaume Vergès.